Alors nous sommes donc en 1931, on est dans un chalutier, on va s'imaginer à la place des gars, on est dans un chalutier à environ 40 km au large de Norfolk. Alors on est donc, dans un chalutier des années 30, on vient de commencer à mettre en place des gros filets qui draguent les fonds marins, alors du coup on remonte pas mal de choses, hein. C'est des poissons, des sables, des roches, des bateaux aussi des fois, enfin des restes d'embarcation, des morceaux de tôle. Et cette fois-ci, on commence à remonter un peu. Alors faut s'imaginer, donc on est quand même en mer du Nord, donc bon, on a du vent, de la pluie, mais imaginons la pluie, c'est pas si étonnant. Et on commence à voir les gros filets qui remontent, et puis donc on voit tous les gros poissons, etc. qui tombent. Mais on voit également autre chose tomber dans le filet, et qui est un peu plus intriguant, c'est de la tourbe. Alors là-bas, ils l'appellent la morlock. Cette tourbe aussi loin des côtes, c'est un peu intriguant, parce que en fait la tourbe, ça se forme où? Ça se forme dans les tourbières, où en fait il y a des mousses qu'on appelle des sphègnes entre autres, hein, il y en a d'autres. C'est des mousses qui sont propres au milieu gorgées d'eau et assez acides, et en fait c'est des mousses qui vont s'accumuler sur elles-mêmes, qui ne pourrissent pas, et qui vont former des surfaces de matière organique qui petit à petit vont se minéraliser, c'est ce qui va créer la tourbe. Mais donc, ça ne se forme absolument pas sous l'eau, en tout cas sûrement pas sous l'océan. Donc, que fait cette tourbe si loin des côtes? Et la question arrive petit à petit, est-ce que ces terres à cet endroit-là ont été émergées dans un passé pas si lointain? Alors c'est une idée qui a fait son chemin depuis quelque temps en fait, parce que rien qu'au XIIe siècle, il y avait même des chroniqueurs médiévaux comme Gérald de Wales qui avaient deviné des silhouettes de troncs pétrifiés sous l'eau lors de marées basses. Alors à l'époque, ils l'associaient à des témoignages du déluge. Et en 1913, il y a des chercheurs qui ont commencé à bosser un peu là-dessus, hein, notamment un paléobotaniste du nom de Clement Reid, qui avait avancé la possibilité d'un monde englouti sous la mer du Nord. Mais dans la tourbe sortie de Norfolk, cette fois-ci en 1931, par les marins britanniques, il y a quelque chose d'autre qui va les intriguer, de plus que la morlock. C'est que dans la morlock, ils vont trouver une pointe de lance gravée dans un bois de cervidés, qu'on va appeler la pointe de Colinda. Et en fait, depuis, on a trouvé beaucoup d'autres vestiges qui ont été ramenés par des pêcheurs ou par des randonneurs de bord de plage. On a trouvé des haches et outils en silex, des os en bois en silex en bois et en os de cervidés, des ossements d'animaux décorés, des perles d'ambre, des pendentifs en dents de sanglier, et même des pointes de flèches taillées dans des os humains. Alors donc la question se pose, est-ce que des humains ont pu fouler ces forêts englouties? Alors en 2016, il y a un truc assez incroyable qui s'est passé, c'est qu'il y a une portion d'une forêt engloutie justement qui est apparue sur un trait de côte sur 200 mètres de littoral, à côté du village de Low Oxley, dans le Northumberland. Ces troncs, donc on voit des restes de troncs, on voit des souches couchées, etc. C'est des chênes, des noisetiers, des aulnes, qui ont été datés, donc par carbone 14, à 7000 ans avant aujourd'hui. Et ce qui est encore plus touchant, c'est que dans le sable, présent au niveau de ces souches, on retrouve de la tourbe qui a gardé la trace d'empreintes d'animaux, de cerfs rouges, de sangliers, d'ours bruns, mais aussi d'humains. On distingue assez facilement des empreintes d'adultes et d'enfants, dont la tourbe a gardé la trace même des chaussures de cuir. Et quel a été le monde, du coup, de ces personnes qui, à l'époque, imaginez, marchaient précautionneusement dans une tourbière au milieu des bois, il y a plus de 7000 ans, à l'endroit où d'autres aujourd'hui cherchent des coquillages. Et c'est la question un peu qu'on va se poser pour cette chronique, encore une fois, ce n'était que l'introduction, vous me connaissez, avec oh là là, mais c'est trop bien, trop longue. Et je suis à Donc, moi. Quel est cet univers perdu dans la mer du Nord? Quel est ce monde disparu? Cette Atlantide du Nord, en quelque sorte? Et où est-ce que ça commence, en fait? Pour traiter cette question, il va falloir commencer à savoir où débuter notre histoire et quand. Alors depuis des siècles, les marins européens viennent pêcher en mer du Nord. On va prendre large. Ils pêchent particulièrement sur un endroit qui s'appelle le Doggerbank, ça veut dire bateau de pêche en vieux néerlandais. C'est un grand banc de sable de 17 600 mètres carrés, situé à environ 20 mètres de profondeur sous la mer du Nord. Et c'est un endroit assez connu pour accueillir de vastes colonies de harengs. Je rappelle simplement que les harengs ont même lancé une économie très florissante pendant la période médiévale, que certains n'hésitent pas à qualifier de prémisse du capitalisme d'ailleurs. Donc toute cette histoire autour des harengs a fait que c'est une mer qui est assez investie par les pêcheurs, et donc notamment au niveau de cette zone, comme je vous l'ai dit, de bas-fond, qui s'appelle le Doggerbank. En 1999, au large des côtes néerlandaises, donc un peu plus au nord, quelque chose de lourd se prend dans les filets. Alors cette fois-ci, c'est pas de la tourbe. Les pêcheurs vont tirer, et puis remonte une forme étrange, volumineuse, qui semble les regarder à travers un orbite unique. Un crâne de mammouth laineux, daté de près de 40 000 ans avant le présent, en pleine mer norvégienne. Comment ce crâne a pu se trouver ici?
Eh bien effectivement, on va pouvoir remonter plusieurs milliers d'années plus tôt, donc là on a à peu près notre date limite, on va commencer à 40 000 ans. Le dernier âge glaciaire, donc au Würm, a considérablement changé la configuration de cette énorme surface au nord de l'Europe. Faut imaginer que pendant ce dernier âge glaciaire, la température moyenne mondiale est d'environ 4 degrés plus basse qu'aujourd'hui. Pourtant, ça suffit à ce que les glaces des pôles descendent en latitude jusqu'au nord de l'Écosse, emprisonnant des quantités incroyables d'eau et baissant le niveau des océans à l'échelle du globe. Le littoral se situe en moyenne, en gros, à peu près 120 mètres plus bas que l'actuel au maximum de l'âge glaciaire. Et donc de grandes bandes de terre, couvrant plus de 300 000 km² apparaissent entre les îles britanniques et le continent européen, reliant les îles Shetland au Danemark. Donc faut imaginer que des Shetland au Danemark, c'est entièrement à sec. Le Rhin, la Seine, la Tamise et la Somme ne sont alors que les affluents d'un même fleuve dont le lit se trouve dans ce qui sera un jour la Manche. Et ce fleuve Manche, comme on peut l'appeler, se jette dans l'Atlantique près de 200 km à l'ouest de Brest. Expliquant pourquoi on retrouve aujourd'hui des espèces similaires de poissons dans le Rhin, la Seine, la Tamise et la Somme, alors que ce sont aujourd'hui des fleuves totalement coupés les uns des autres. Donc il y a environ 37 000 ans, dans ce qu'est aujourd'hui la mer du Nord, le paysage, c'est celui de vastes plaines herbeuses, piquetées de petits bois de bouleaux et de pins dans les fonds de vallée. Les étés sont courts, secs et frais, environ 10 degrés à peu près. Les hivers sont longs, humides et froids, de -20 à -27, précédés de fortes pluies automnales. Et surtout marqués par des vents catabatiques froids. Donc des vents catabatiques, c'est des vents très froids, lenticulaires, c'est-à-dire que l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Et donc faut imaginer des couches d'air froid qui sont donc beaucoup plus lourds, qui suivent en fait le versant et qui s'écoulent sur une épaisseur assez moindre, assez peu élevée, et qui vont s'écouler en fait le long des versants. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Antarctique. C'est ce qui fait qu'au niveau des côtes de l'Antarctique, donc ces vents froids ils descendent le long de la calotte, et quand ils gagnent de la vitesse et quand ils arrivent au niveau des côtes, c'est des vents très froids et très violents. On peut arriver jusqu'à 300 km/h au niveau des côtes, mais c'est très localisé. C'est-à-dire que certains explorateurs d'Antarctique, en montant en haut des mâts, n'avaient quasi plus d'effet du vent. Des fois, ça pouvait simplement être sur moins de 10 mètres de hauteur. En dessous, c'est la guerre, et juste au-dessus, ça va. Une petite brise. Voilà, donc faut imaginer des vents très froids, parfois très violents, qui descendent de l'Écosse, du coup, qui descendent des calottes polaires qui ne sont pas si loin, et qui balayent depuis le nord cette vaste plaine, cette vaste steppe. Les sols sont gelés quasi toute l'année en profondeur, à peine on commence à creuser un peu à 20-30 cm, faut imaginer qu'on touche tout de suite sur du sol dur toute l'année, donc du pergélisol, du permafrost en anglais, et la neige persiste par endroits jusqu'à l'hiver prochain. Donc c'est un terrain de pâturage, encore une fois, imaginez-vous, on est en plein milieu de la mer du Nord là. Et à l'époque, la mer du Nord, c'est un terrain de pâturage idéal pour de grands troupeaux d'animaux. Dans ces steppes vivent mammouths, rhinocéros laineux, chevaux, bisons, rennes, mégacéros, et forcément leurs prédateurs, donc loups, lions, hyènes et humains. Et ainsi en 2016, l'infirmier Willy van Wingerden, navré pour son prénom, découvre, en se baladant le long de la plage, un outil en silex doté d'un manche en bois de bouleau qui a été daté à 50 000 ans. C'est un objet donc néandertalien qui est ressorti des abysses dans lesquels il avait été plongé depuis plus de 50 000 ans. C'est presque Lovecraftien, je trouve, moi, à ce niveau. Et pour suivre dans ces découvertes néandertaliennes, en 2001, au large des côtes de la Zélande, on a trouvé un crâne dont l'analyse des os du front suggère que d'ailleurs c'était un gros mangeur de viande. Il y a une cavité sous-cutanée qui pourrait être d'ailleurs une cicatrice de tumeur sous-cutanée bénigne. Et quoi qu'il en soit, ce crâne a été nommé, en quelque sorte, premier néandertalien des Pays-Bas. Et il a été daté, pareil, à peu près à 50 000 ans. Alors, l'étude des néandertaliens dans cet immense bassin du coup de la mer du Nord à l'époque, c'est une archéologie de l'absence en quelque sorte, parce qu'on n'a pas vraiment de vestiges. En tout cas, ils sont difficiles en plus à acquérir. Donc c'est plutôt, on va essayer d'expliquer quand est-ce qu'ils n'ont pas pu être là. Donc on va plutôt s'intéresser à l'environnement, etc., à ce qu'on sait. Effectivement, donc on arrive plus ou moins à en déduire ça. C'est pour ça que ce genre d'objets qui ressortent des abysses sont incroyables, parce qu'on arrive à accrocher un peu de l'objet, du geste par moment. Alors on sait que les Néandertaliens, ils ont fui la région britannique à cause de glaciations sévères il y a plus de 200 000 ans. Ils réapparaissent à peu près dans cette zone que vers environ 60 000 ans, lorsque les conditions vont permettre en fait simplement qu'on y retourne. Comment est-ce qu'ils vivaient en fait dans ces conditions? Alors il y a un super article que si vous voulez creuser plus loin le sujet de la vie quotidienne des Néandertaliens de la mer du Nord,
Il y a un article qui s'appelle le Doggerland et que feriez-vous si qu'est-ce qu'il y a à faire lorsqu'on y est mort. Je trouve le nom de l'article trop bien. Tout de suite, ça attire l'œil, qui s'intéresse du coup à voir comment est-ce que les populations vivaient en fait à l'époque, les populations de Néandertal, ce qu'on peut imaginer de leur milieu de vie. Alors à quoi ont pu ressembler la vie de ces premiers habitants donc de la mer du Nord. Ils devaient sans doute venir pour l'été, en suivant les troupeaux en direction des grandes steppes. Et puis ils devaient sûrement redescendre plus au sud, en France notamment, pour l'hiver. Faut imaginer que dans la mer du Nord, donc il y a quasi pas d'arbres à l'époque, donc pareil, sûrement utilisation d'ossements de mammouth qui traînent, il y a pas mal de gros mammifères qui vivent, donc construction de huttes, etc., qui se déplacent au gré des migrations des animaux. Mais approchons-nous un peu plus dans le temps, on va continuer, on va laisser Néandertal, Sapiens prend plus ou moins la suite vers environ 40 000 ans en Europe, et petit à petit, donc on est toujours dans cette période qu'on appelle le Paléolithique. À la fin de la déglaciation donc de Vurmienne, de cet âge glaciaire du Würm, maximum de la glaciation vurmienne étant située à 20 000 ans, en fait, à partir de 20 000 ans, on va commencer à avoir progressivement une déglaciation qui va vraiment s'engager il y a 10 000 ans avec la fin de l'âge glaciaire. Et donc à partir de 20 000 ans, les glaces commencent à fondre petit à petit, le trait de côte va commencer à régresser à mesure que le climat se réchauffe. En fait, on a deux phénomènes combinés. On a la transgression de l'océan venu des Flandres, par la libération de l'eau, donc ça c'est simplement la glace fond, donc l'eau monte. Et puis on a également un rééquilibrage isostasique, on appelle ça, en fait faut vous imaginer que la croûte terrestre, c'est un genre de bouchon qui flotte sur les croûtes beaucoup plus molles qui sont en dessous, tout ce qui est magma et autres. Et donc forcément si vous ajoutez plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace sur cette croûte terrestre, en fait elle va s'enfoncer. Donc on va avoir un équilibre qui va se faire comme ça. Et donc forcément quand toute la glace va fondre, notamment au niveau de la Norvège qui était vraiment recouverte par les glaces pendant un bon moment, en fait la croûte remonte petit à petit. C'est encore un phénomène d'ailleurs qui se poursuit aujourd'hui. C'est pour ça qu'en Norvège, vous pouvez voir des lignes de galets qui suivent le littoral et qui sont étagés au fur et à mesure. En fait c'est simplement que c'est des galets qui ont été laissés par le ressac, et aujourd'hui vous trouvez des lignes de galets qui sont à 10-20 mètres au-dessus du trait de côte actuel. Des fois, ça correspond simplement à des périodes médiévales. Donc, on va avoir en arc-boutant un peu, genre j'imagine vraiment ça en mode, les arcs-boutants sur les églises des cathédrales, où en fait, ça appuie sur le mur, et en fait, ça s'appuie entre eux, et c'est ce qui fait un... Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, si t'enlèves une force qui est présente dessus, du coup, l'élément du dessous, il remonte. Donc là, on a à la fois le continent qui remonte, ce qui est compliqué, ce qui est quand même intriguant à s'imaginer. Donc il y a le continent qui remonte et à la fois l'eau qui monte. Les terres reculent puisque le niveau d'eau monte. Mais donc ça se fait petit à petit puisque les deux se contrebalancent un peu. Ainsi donc, la remontée du niveau d'eau va être assez lente, c'est environ 1 à 2 mètres par siècle de ce qu'on estime aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a environ 17 000 ans, le niveau d'eau, je vous avais dit, au maximum de l'ère glaciaire c'était à moins 120 mètres. Il y a 17 000 ans, c'est environ moins 80 mètres par rapport à l'actuel. Entre 14 000 et 10 000 ans par rapport à aujourd'hui, ça sera moins 40 mètres. Donc l'estuaire du fleuve Manche va reculer en une zone comprise entre Le Havre et Brighton, et puis entre Dieppe et Hastings, etc., etc. Il va remonter comme ça en direction de l'est. Alors les humains qui vivaient dans cette partie du monde, forcément, génération après génération, ils se sont réfugiés sur les terres émergées environnantes, sans trop peut-être que ça se remarque en fait à leur échelle de temps, encore une fois on parle de millénaires. Alors revenons un petit coup à l'heure actuelle. On a des traces en fait de ces dernières populations de chasseurs-cueilleurs paléolithiques, et une des traces assez touchantes je trouve, c'est en 1999 aux Pays-Bas que des pêcheurs encore une fois prennent dans leur filet, cette fois-ci un os de bison sculpté par des zigzags qui a été daté de 13 500 ans. Donc 13 500 ans, on est à peu près dans cette période où le niveau d'eau est toujours 40 mètres plus bas que l'actuel, mais où ces terres ont petit à petit disparu et se sont regroupés autour de surfaces un peu moindres mais plus localisées, notamment autour de cette zone de basse profondeur qu'on a aujourd'hui, dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle le Doggerbank. Ce qui fait que au début de l'Holocène, donc la période qui débute après la fin de l'âge glaciaire, il y a environ 11 000, 10 000 ans, on a à peu près qu'une terre émergée entre l'Angleterre et le Danemark. C'est une zone de collines, de forêts, de marais, de plaines. Après l'âge glaciaire, la forêt prend énormément d'ampleur, donc faut imaginer toute une zone assez forestière, assez florissante, qui donc a été nommée le Doggerland par l'archéologue Bryony Coles dans les années 1990, d'après justement le Doggerbank, qui en constitue un des reliefs hauts, en fait, à l'époque, et qui caractérise quand même une bonne partie de la surface. Donc on l'appelle le Doggerland, mais également l'Atlantide de la mer du Nord, puisque, vous l'avez compris, cette immense partie de terre, qui est quand même conséquente, est vouée à disparaître.
et même est voué à être oublié. Ça, on y reviendra à la fin. Aujourd'hui, on retrouve quelques traces. Encore une fois, on arrive à retrouver quelques traces éparses de fréquentation de cet endroit. Par exemple, au large de la côte de la Suède, les archéologues de l'université de Lund ont trouvé les restes d'un campement saisonnier de pêcheurs. Alors, à l'époque, il devait se situer dans un lagon, dans un paysage de forêt de pins. Aujourd'hui, il est sous 20 mètres d'eau à 3 km de la côte. Donc on y a retrouvé des outils, notamment une pioche en bois d'élan et puis des pièges à poissons, ce qui devait indiquer plus ou moins une pêche assez intensive à cet endroit, et surtout donc cet endroit était daté à environ 9000 ans. Donc 9000 ans avant le présent, avant aujourd'hui, on a donc dans cette zone qui aujourd'hui se situe à 20 mètres sous l'eau et 3 km de la côte, un petit campement de pêcheurs qui sont en bordure de forêt et qui ont devant eux la mer du Nord de l'époque. Tous ces peuples-là, ce sont des chasseurs-cueilleurs, non pas paléolithiques, le paléolithique s'arrête plus ou moins avec la fin de l'âge glaciaire, mais qu'on va appeler des mésolithiques. Et donc ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui vivent dans ces grandes forêts ayant pris naissance donc dans l'espace laissé par les plaines steppiques de la période froide. Donc faut imaginer que pendant des milliers d'années, il y a des civilisations, enfin des sociétés, vraiment on peut totalement parler de ça, qui ont grandi et disparu dans ces territoires aujourd'hui oubliés. Ça veut dire que des gens ont rêvé, ont imaginé, ont vécu, ont eu des souvenirs, ont transmis leur territoire, ont eu des générations, qui se sont perpétuées dans ces territoires qui aujourd'hui n'ont laissé aucune trace et dont on a totalement perdu même la mémoire. Alors vient la question, moi je trouve ça absolument dingue. Ah, c'est ouf. Comment est-ce que ces paysages ont disparu en fait ? Comment est-ce que cet endroit a disparu ? Alors on pourrait se dire c'est un phénomène graduel, comme on l'a vu, petit à petit le trait de côte recule et petit à petit ça va arriver à la disparition du Doggerland. Eh bien en fait, une histoire aussi incroyable ne peut avoir qu'un dénouement tout aussi incroyable. Et on a commencé en fait simplement en étudiant les fonds marins dans cette zone à découvrir qu'il y avait un dépôt sous-marin intrigant, mais très intrigant, à côté de la côte ouest de la Norvège. Entre la côte ouest de la Norvège, les îles Féroé, le nord-est de l'Angleterre. En fait c'est un immense dépôt qui s'étale sur des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres, et qui semble témoigner du plus grand glissement de terrain sous-marin à l'Holocène, donc après l'âge glaciaire qu'on connaît aujourd'hui. En tout, c'est 80 000 km² de surface, pour environ 3200 km² de sédiments déplacés depuis la côte norvégienne. Faut imaginer qu'en gros, il y a toute une partie de la côte norvégienne qui est partie d'un coup. 3200 km² de sédiments, c'est immense, qui est parti dans la mer d'un coup. Et ça aurait donné naissance à un énorme tsunami, qui aurait pu causer l'inondation finale au Mésolithique de ce qui restait du Doggerland à l'époque. Faut imaginer qu'en fait les vagues, d'après les modélisations qu'on en a, ont pu atteindre par endroits 10 à 20 mètres sur les côtes norvégiennes, environ 12 mètres sur les îles Shetland, ont même atteint le Groenland, et du coup forcément ont totalement atteint le Doggerland. Forcément, face à ces modélisations, on peut que se dire que tous ceux qui y vivaient ont péri ou ont au moins abandonné le territoire. Alors faut imaginer qu'à l'époque, donc on a daté cet événement à 8150 ans avant aujourd'hui. Faut imaginer qu'il y a environ 8000 ans, le Doggerland n'est plus qu'un archipel en fait, d'une certaine manière. Il y a le Doggerland qui est l'île principale, et puis il y a plusieurs autres îles, puisque encore une fois, le littoral a continué de reculer au fur et à mesure. Et donc c'est plus une bande de terre unie. Une île de sable, en gros, faut imaginer le Doggerland comme une grande île de sable recouverte de forêt, qui comptabilise environ 1000 km². Alors on a retrouvé des sites mésolithiques sous le dépôt de cet écroulement, qu'on appelle le Storegga. Donc forcément, on se dit encore une fois, l'écroulement a quand même vachement totalement détruit ces populations, d'autant plus qu'on retrouve très peu de sites après l'événement. Mais donc d'après des modélisations, le tsunami, qui aurait découlé donc de l'écroulement, aurait pu détruire entièrement le Doggerland, entraînant du coup la diminution drastique du nombre de sites qu'on trouve aujourd'hui. D'autres, comme Hill et d'autres chercheurs, donc en 2017, avancent que seulement 35% des terres auraient pu être impactées par le phénomène, permettant donc à la vie de continuer. En fait, les vallées, plaines, ouest et les estuaires ont totalement été détruits par cet événement venant du nord. Toutefois, il est difficile de déduire l'impact sur les populations, notamment sur les endroits qui en fait se retrouvent beaucoup plus au sud et qui sont protégés par des reliefs. Mais dans tous les cas, ça semble pas avoir totalement signé le glas du Doggerland. Ça a probablement ennoyé une bonne partie de l'île et donc donné un coup final, plus ou moins, à l'histoire de ce territoire. Et petit à petit, donc la montée des eaux continuant, on va voir la disparition des petites portions restantes au fur et à mesure du temps. Ça veut dire que il y a vers 7000 ans environ, le Doggerland disparaît tout à fait. Et ainsi les personnes dont on a parlé tout à l'heure, qui avaient marché dans la tourbière de Lough Oxley, en fait ces personnes ne faisaient elles-mêmes qu'approcher la mémoire d'un monde d'ores et déjà disparu. Et eux-mêmes, est-ce qu'ils en avaient gardé la mémoire ?
bah ça on le saura jamais. En tout cas, ce qu'on sait c'est que nous-mêmes on n'en aura absolument pas gardé la mémoire. On sait que par exemple des populations d'aborigènes d'Australie ont gardé la mémoire de leur venue en Australie depuis plus de 40 000 ans. Ils sont capables de dire par quelles îles leurs ancêtres sont venus. La transmission orale fonctionne beaucoup dans ces cas-là. Et voilà, on ne saura jamais si eux-mêmes, ces personnes il y a 7000 ans, regardaient l'horizon, regardaient la mer en sachant que par-delà les flots, continuaient de vivre les mémoires de leurs ancêtres avant eux. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que on arrive petit à petit à reconstituer cet endroit, à reconstituer ce monde, et on peut aimer à penser que les souvenirs des mammouths dans les anciennes plaines immergées côtoient aujourd'hui des baleines, dans un rêve à jamais oublié, les deux mastodontes se jaugeant de part et part. Alors aujourd'hui, il y a différents programmes scientifiques qui sont lancés, notamment la dernière frontière européenne, qui est un projet qui a été lancé, qui utilise du sonar pour modéliser les fonds marins, et pour voir en fait apparaître ces paysages anciens. Parce que ce qui est incroyable avec le Doggerland, c'est que tous les paysages sont restés tels quels sous l'eau. Alors que les paysages à l'air libre ont beaucoup été modifiés, ont beaucoup évolué avec le temps. Là, on a un paysage qui est figé depuis au moins 10 000 ans. Et donc c'est intéressant de pouvoir étudier ça, même si forcément c'est compliqué. C'est d'autres moyens que des fouilles classiques. Et donc voilà, au sonar, on va essayer de reconstituer un peu ces fonds marins. Fin avril 2018, on avait scanné comme ça plus de 45 000 km², et ça permet donc voilà de voir apparaître des reliefs, des chenaux, des vallées, des zones paléo-écologiques. En 2019, il y a un navire spécialisé qui a vraiment sur cette question-là qui est retourné, qui a continué d'accroître la surface scannée, qui a également collecté des échantillons sous-marins pour trouver des traces humaines, animales, de l'ADN de plantes, de pollen, etc. Et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir déterminer les lieux de vie probables en fait des populations dans ces anciens paysages, pour pouvoir après aller faire des fouilles dans les bons endroits et peut-être comprendre davantage quelles ont été la vie en fait des personnes à cette époque-là, quelles ont été leurs interactions, quelles ont été leur histoire en fait, quelles ont été ces civilisations perdues du nord de l'Europe. Donc petit à petit, l'image de cette Europe ancienne et de ces civilisations oubliées ayant évolué au fur et à mesure de l'évolution de leur environnement en fait, refait surface. Et dans le contexte climatique actuel où le littoral va continuer à changer et les paysages à évoluer, comprendre les évolutions passées nous donne une certaine lucarne sur notre propre futur. Je vous ai dit que 120 mètres plus bas que l'actuel et un paysage totalement différent en plein âge de glace, c'est seulement 4 degrés de moins à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on part sur beaucoup plus en positif. Donc imaginez à quel point les environnements vont pouvoir changer et comment est-ce que nous, on va pouvoir s'y adapter. Voilà, c'est une question qui demeure intéressante. Et étudier le Doggerland, étudier cette Atlantide en fait du nord de l'Europe, nous permet de nous poser des questions justement sur l'humanité à travers justement ces différents changements de climat, de temps, d'espace. Voilà, c'était le Doggerland. Bah franchement, c'est trop cool. Ouais, c'est trop classe, ouais. Je savais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Genre, je reviens pas d'avoir jamais entendu parler de ça. C'est trop bizarre qu'on en parle pas plus que ça. Enfin bon, après, tu me diras, c'est le cas avec beaucoup de choses, mais c'est trop cool, franchement. Les Anglais en parlent un peu, mais c'est vrai que sinon, c'est pas super connu, démocratisé ou autre. Il y a des groupes Facebook de gens qui suivent Doggerland et tout machin, il y a des trucs comme ça. Mais c'est vraiment moi j'en avais déjà entendu parler via Benjamin qui aime beaucoup ça. J'avais pas entendu parler du nom de ce lieu, mais je sais qu'il m'avait déjà parlé de ce phénomène-là, en tout cas de fossiles remontés par les chalutiers, etc. Donc mais c'est hyper intéressant en tout cas, franchement c'est super chouette. Ouais, c'est trop cool. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à taper carte Doggerland. C'est ça que je trouve trop bien en fait. C'est de regarder en fait ce pays qui émerge. Et effectivement, en fait, on voit vraiment un territoire énorme en fait qui émerge. Et encore une fois, où des gens ont vécu pendant des générations. C'est comme si aujourd'hui on imaginait que l'Angleterre disparaissait sous l'eau en fait. Qu'est-ce qu'on en garderait en mémoire dans 10 000 ans? Et tout ce qui s'y est passé, toutes les guerres, les héros, les lâches, tout ce dont on a toujours entendu parler en fait. Et rien en fait. Plus rien. Peut-être rien en tout cas. Et là c'est le cas. Ça devait être super joli en plus parce que vu les contours qu'il y a avec l'Angleterre et le Danemark à côté, il devait y avoir un côté fjord un peu, je pense. Parce que là il y a même des rivières et tout sur les plans. Super trop stylé. C'est grave stylé et puis en plus tu vois, c'est limitrophe avec beaucoup de pays en fait. Bah ouais. Non, c'est assez dingue. Hein. Trop cool. Et putain, ça veut dire qu'on finira comme ça aussi. Doggerland, le paradis perdu des Européens. On pourrait faire un film sur ça en fait. Merci du coup Jules pour ta chronique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.